Bienvenue sur Cardio Online pour cette émission spéciale consacrée au congrès de l'ESC 2023. Je suis Serge Covenator et j'ai le plaisir d'animer cette émission avec Christophe Leclerc. Christophe est président de la SFC, vice-président de l'ESC. Alors pour essayer de résumer, si on peut dire, ce congrès, on a sélectionné un certain nombre d'informations, d'études, de recommandations qui vont, du moins on l'espère, s'inscrire dans notre pratique au quotidien, modifier notre pratique. We just had an opportunity to present the main results of the STEP HFpEF trial here at EAC 2023. STEP HFpEF is the first clinical trial to test whether directly targeting obesity in patients that have heart failure with preserved ejection fraction can improve symptoms, physical limitations, and exercise function in this patient population. We evaluated a total of 529 patients that were randomized to semaglutide 2.4 milligrams once weekly or placebo. They had to have a BMI of at least 30 and above, ejection fraction of 45% and above, and of course the clinical diagnosis of heart failure. Patients were treated for 52 weeks, and the main results demonstrate that semaglutide produced large improvements in symptoms, physical limitations, and quality of life. It also significantly improved exercise function and significantly reduced inflammation. In addition, we saw for a composite endpoints that included clinical events as well as changes in health status and 6-minute walking distance. There were significant improvements as well. Finally, things look really favorable for semaglutide versus placebo for safety as well. There were just about half as many serious adverse events with semaglutide as compared with placebo. Alors Damien, cette étude est particulièrement intéressante. Elle met en avant, elle met en exergue ce lien entre obésité et insuffisance cardiaque, ici HFpEF, mais peut-être même toutes les insuffisances cardiaques. Quels sont les mécanismes ? Les mécanismes de l'obésité ou du semaglutide ? Non, du lien, d'abord, on va y venir au semaglutide, mais pour l'obésité, du lien entre obésité et insuffisance cardiaque. Donc l'obésité, on sait déjà d'une part, il y a une épidémie de l'obésité dans le monde, et qui ne touche pas que les États-Unis, qui concerne maintenant l'Europe, y compris la France. Et l'obésité induit de l'insuffisance cardiaque, et notamment de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Alors, les mécanismes sont assez complexes. C'est plutôt l'obésité centrale, viscérale, qui induit une dérégulation du métabolisme des acides gras, induit de l'inflammation, etc., et concourt à l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Ce qui fait que dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, on a à peu près un gros tiers de patients obèses. Oui, ça c'est un point qui est fondamental. Alors, dans cette étude, on voit aussi, et avant cela, il faut reparler du semaglutide, de son efficacité, à une dose finalement qui n'est pas la dose du diabétique. Oui, c'est une dose 2 à 3 fois plus forte que celle qui est utilisée chez le diabétique. Alors, c'est une étude qui a été très médiatisée parce que après les limiteurs de SGLT2 au cours des dernières années qui sont passés du diabète à l'insuffisance cardiaque et à l'insuffisance rénale, maintenant c'est le semaglutide qui se mêle également des maladies cardiovasculaires et ne se cantonne pas uniquement au champ des diabétiques. Le semaglutide, qui est un agoniste de GLP1, est un antidiabétique. Il augmente la synthèse d'insuline, mais il a également des effets sur la satiété, sur la vidange gastrique, qui fait que c'est une classe thérapeutique qui induit une perte de poids variable, mais parfois très importante. Oui, on parle de 13%, comme non négligeable. Alors, oui, dans STEP-HF, c'était effectivement... Alors, STEP-HF, donc l'étude a été présentée tout à l'heure. Donc, ce qui est certain, c'est que ça fait perdre beaucoup de poids. Ça confirme que ça fait perdre du poids. Et donc, quand on perd du poids, on va mieux, on a moins de symptômes. Mais ce qui est quand même assez intéressant, alors c'était des vrais incidents cardiaques. Il y a une baisse du NT-proBNP, alors que chez l'obèse, on serait attendu plutôt à l'inverse, parce que l'obésité induit une baisse un peu artificielle des peptides. Il y a une baisse de la CRP, et puis il y avait beaucoup moins d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque sous semaglutide. Donc c'est un cortège un peu de signaux très en faveur.
Oui, c'était des patients qui étaient de vrais obèses. Hein. Oui. L'IMC, c'était... Alors l'IMC, pour rentrer dans l'étude, c'était supérieur ou égal à 30, et en moyenne, ils avaient 37. Donc oui, costaud. C'est quand même costaud. Alors, on a des datas qui vont arriver, on a déjà des informations pour une autre étude chez les patients en surpoids. Peut-être qu'on peut avoir quelques infos là. Oui, donc ça fait partie d'un programme dans les maladies cardiovasculaires. L'autre étude, c'est l'étude SELECT, qui cette fois s'intéresse à des patients qui ne sont pas massivement obèses, mais qui sont simplement obèses avec un critère d'entrée à un IMC supérieur à 27, non diabétique, comme dans STEP-HF, non diabétique, et qui ont un antécédent cardiovasculaire. 13 000 patients, et là, ce qui est regardé cette fois, c'est un critère dur, et il y a eu donc un press release qui annonce que l'étude est positive, donc le sémaglutide diminuerait le risque cardiovasculaire de ces gros patients à risque cardiovasculaire. Oui, 20%, c'est pas négligeable dans ce qui est annoncé. Ouais. Bon, à suivre en tous les cas les nouveaux antidiabétiques, si tant est qu'il ne reste que des antidiabétiques, sont en train de venir dans la sphère cardiovasculaire de manière très active. Christophe. Bien, maintenant, nous allons passer à une autre étude, HeartFeed, qui s'attachait à évaluer le carboxymaltose férique dans l'insuffisance cardiaque. Il y a eu beaucoup de débats sur le traitement par le fer intraveineux dans l'insuffisance cardiaque chez les patients qui ont une carence. Et donc, je vous propose d'écouter maintenant le docteur Mentz qui va nous présenter les résultats de cette étude. During this ESC Congress, I was fortunate to present the results for the HeartFid trial. The objective of HeartFid was to evaluate in patients with chronic HFrEF with iron deficiency the safety and efficacy of intravenous iron with ferric carboxymaltose on clinical outcomes. The trial was designed as a double-blind, placebo-controlled, randomized trial. In patients with chronic HFrEF with iron deficiency, patients were seen in clinic every 3 months, and every 6 months they would get dosed with IV iron or placebo. In the trial, we recruited 3,065 patients over a median follow-up of 1.9 years. We found that for our primary endpoint, there was a modest benefit with FCM as compared with placebo. This did not reach our pre-specified level of statistical significance. The p-value for the primary endpoint was 0.019. Based on a special protocol assessment in discussion with the FDA, we were required to have a p-value less than 0.01. So we just narrowly missed this p-value. Importantly, during this Congress, we simultaneously also presented a pre-specified pooled analysis of 2 additional FCM trials, the CONFIRM HF and the AFFIRM AHF trial, also with FCM. And when we looked in this pooled patient-level analysis, we actually found a 14% reduction in a pre-specified endpoint of cardiovascular death and total cardiovascular hospitalizations. Alors Damien, des résultats un petit peu décevants de cette grande étude que l'on attendait sur l'utilisation du fer dans la supplémentation chez l'insuffisance cardiaque. En pratique aujourd'hui, quelle est vraiment la place de la supplémentation en fer chez ces patients qui, là, dans cette étude, avaient une fraction d'éjection réduite, inférieure à 40%? Ouais. Alors, c'est vrai qu'on l'utilise maintenant en pratique déjà depuis 2-3 ans chez la plupart de nos patients. Donc on espérait quand même que cette étude qui a été construite pour enfin montrer un effet sur la morbimortalité soit un peu plus franchement positive. Donc on est un petit peu en deçà. Néanmoins, on peut dire 2 choses. C'est qu'il y a quand même un effet sur les hospitalisations, même s'il est modeste, qu'on retrouve de façon un peu équivalente dans toutes les autres études. Donc ça ne remet pas fondamentalement en cause que cette classe thérapeutique a une utilité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point à souligner, qui est quand même très intéressant et qui a été discuté dans la méta-analyse, c'est qu'il y a une interaction significative dans le cadre de la définition de la carence martiale. Donc la carence martiale actuellement dans la science cardiaque, on l'a définie de façon un peu comme ça sur des études un peu anciennes, par une ferritinémie inférieure à 100 ou entre 100 et 300, un coefficient de saturation de la transférine inférieur à 20%.
Or, il y a une interaction avec le coefficient de la saturation de la transférine dans le sens où en fait le bénéfice de ce traitement, de la substitution ferrique, est tiré complètement par les patients qui ont un coefficient de saturation de la transférine inférieur à 15%. Et on n'a plus d'effet au-dessus de 20% et un effet un peu neutre entre les deux. Donc ça laisse penser qu'il faudrait peut-être rediscuter un peu la définition de la carence martiale. Et dans l'étude HeartFeed, la majorité des patients en fait, avaient un coefficient de saturation de la transférine supérieur à 20%, qui était en moyenne à 24%. Donc ça explique peut-être aussi que cette étude finalement reste un petit peu en deçà. Donc vous n'étiez pas assez carencé pour vraiment bénéficier de la supplémentation. C'est une des explications en tout cas. Ouais. D'accord. Donc là, c'était la fraction d'éjection réduite. Et qu'en est-il chez les patients avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection, cette fois-ci préservée? Oui, alors on a une fréquence de la carence qui est aussi importante en cas de FEVG préservé. Il y a une étude en cours, il y en a même, je crois, 2. On verra les résultats. On aurait bien envie de penser que ça devrait fonctionner parce que notamment la carence martiale est liée un peu à l'inflammation. Dans l'FPEF, on a un peu d'inflammation. On verra. En ce qui concerne la forme galénique, il y avait un grand débat il y a quelques années, voie intraveineuse, Péros. Alors, le débat il a été tranché par une étude qui a comparé la galénique orale et la galénique intraveineuse. Dans l'insuffisance cardiaque, comme dans d'autres maladies chroniques où on a une inflammation de bas grade, le fer oral n'est pas absorbé. Donc, raison pour laquelle le fer intraveineux est nécessaire. Alors, on a des questions qui nous viennent de nos auditeurs. Est-ce qu'on avait besoin d'une étude sur le fer injectable de plus dans l'insuffisance cardiaque? Qu'est-ce que ça nous apporte de plus, cette étude? On avait envie d'avoir un résultat définitif sur la morbimortalité. Donc on ne l'a pas complètement. Voilà, c'était l'intérêt de cette étude-là. Heureusement, il y a des méta-analyses qui reprennent des études qui ont des schémas assez similaires et qui nous rassurent quand même sur le fait que ça va dans le bon sens. Ça, quand une étude ne marche pas, on met une méta-analyse qui vient montrer que ça marche. C'est une habitude courante. Et puis on a une autre question pratique d'un de nos collègues qui dit qu'il a du mal pour faire procéder aux injections de carboxymaltose en hôpital de jour. Alors du mal, j'imagine que c'est du mal d'un point de vue administratif. La plupart d'entre nous l'utilisent effectivement en hôpital de jour. Ça peut également se faire en HAD. Il y a plusieurs expériences, par exemple à Marseille. Donc non, il faut négocier avec son administration pour que ça soit pris en compte, mais a priori, c'est faisable. Ok. Bien, maintenant, nous allons passer à un moment qui était très très attendu à l'ESC, qui était l'actualisation des recommandations de l'ESC sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, ces recommandations avaient été présentées, et puis tout de suite, il y avait eu un grand débat parce qu'on avait eu les résultats d'études, notamment sur les glyphosines dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, et certains avaient dit que les guidelines publiés en 2021 étaient déjà obsolètes le jour de leur publication. Alors la politique de l'ESC a un petit peu changé maintenant. Vous savez que les recommandations sont publiées tous les 4 à 5 ans. Mais maintenant, on a un processus d'actualisation au bout de 2 ans. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans cette vidéo qui va être présentée par François Roubille. Durant ce congrès de l'ESC 2023, nous avons eu des actualisations des guidelines concernant l'insuffisance cardiaque. C'est assez rare d'avoir 2 ans après les précédentes guidelines des recommandations. Alors cette actualisation avait pour objet d'abord de resituer un grand nombre de médicaments et au premier rang desquels les glyphosines, la dapagliflozine et l'empagliflozine, dont on savait qu'elles sont efficaces dans l'insuffisance cardiaque quelle que soit la forme, fraction d'éjection réduite, fraction d'éjection préservée et fraction d'éjection modérément réduite. Donc c'était confirmé et les recommandations actuelles positionnent ces médicaments en première ligne, quelle que soit la forme d'insuffisance cardiaque. Le deuxième point important confirme ce qui avait été fait précédemment, à savoir une simplification et une intensification, une titration rapide des médicaments dès la phase hospitalière. Alors ça, c'est un élément important. On ne nous dit pas comment faire, mais on nous dit qu'il faut le faire rapidement
On nous donne même un délai, le délai idéal étant de 6 semaines. Il va donc falloir s'organiser d'une façon ou d'une autre, localement en améliorant nos systèmes de prise en charge, pour pouvoir titrer rapidement les patients 6 semaines après la sortie d'hospitalisation. Enfin, d'autres médicaments sont bien positionnés, la supplémentation martiale, les nouveaux arrivés avec la finérénone, et là on cible donc des patients qui sont avec des comorbidités, qui sont à risque de développer de l'insuffisance cardiaque, et en particulier les patients avec diabète et insuffisance rénale. Donc ça c'est une nouveauté aussi, on intervient en amont du développement de l'insuffisance cardiaque, et puis on garde en tête bien sûr la prise en charge des comorbidités dans l'insuffisance cardiaque. Voilà donc des nouvelles recommandations qui étaient très attendues par la communauté cardiologique. Alors une question, François Rouby nous a parlé de ce délai de 6 semaines pour essayer d'atteindre les posologies optimales de ces 4 drogues. Est-ce vraiment pratique? Est-ce vraiment possible en pratique clinique et quels sont les conseils pour le faire? Je pense que d'avoir donné comme ça un délai précis, 6 semaines, qui peut sembler un peu arbitraire, au moins ça permet de mettre un curseur et d'éviter un peu les dérives. Effectivement, on va mettre les traitements, mais 2, 3, 4 mois, comme d'habitude. Au moins 6 semaines, ça rappelle qu'il faut aller vite. Et je pense que c'est le principal message en fait. Et alors comment faire en pratique? Ça reprend en fait le protocole de l'étude STRONG-HF qui a inspiré cette ligne de recommandation. Démarrer, alors typiquement chez le patient hospitalisé, donc démarrer toutes les classes thérapeutiques avant la sortie. Pour certaines, c'est plus facile, il n'y a qu'une seule dose. Pour d'autres, on va démarrer à faible dose. Et après, titrer assez vite en utilisant les ressources qu'on a progressivement mises en place un peu partout. Ça peut être des unités d'instance cardiaque, ça peut être l'aide de nos collègues infirmières avec les protocoles de coopération, les infirmières de pratique avancée. Il y a l'aide de la télésurveillance pour vérifier que le patient tolère, par exemple, c'est quand même assez intéressant. Donc il y a quand même pas mal d'outils qu'il faut s'approprier et puis se débrouiller pour faire le job. Il y a peut-être aussi les liens entre l'hôpital et la ville pour que des rendez-vous soient pris avant même la sortie auprès du médecin traitant ou du cardiologue. Complètement, ouais, complètement. Et c'est aussi une invitation à renouer davantage. À chaque fois, on en parle, mais là, c'est encore une nouvelle invitation à renouer les liens avec la ville, avec les médecins référents. Ça peut être vraiment le médecin traitant dans la plupart des cas. Et donc, au passage, vu toutes les nouveautés qu'il y a dans l'insuffisance cardiaque, ça rappelle également que par rapport aux médecins généralistes, qui reste quand même la base de la prise en charge, il va falloir aussi rediscuter un petit peu et retravailler ensemble. Donc les glyphosines, on peut maintenant les donner avec un niveau de recommandation très élevé chez tous les patients insuffisants cardiaques, quelle que soit la fraction d'éjection. Et d'ailleurs, chez les patients à fraction d'éjection préservée, c'est aujourd'hui la seule classe thérapeutique qui peut être donnée, entre guillemets, en chronique. Et donc c'est un changement majeur par rapport aux recommandations d'il y a 2 ans. Oui, donc ça c'était la recommandation vraiment attendue suite à la publication, comme tu l'as rappelé, en même temps que les recommandations de 2021. Donc glyphosine pour tout le monde et un peu dans toutes les situations finalement. D'autant plus que l'insuffisance rénale fait presque partie intégrante de l'insuffisance cardiaque et que les glyphosines ont aussi une indication là. Oui, le diabétique, l'insuffisance rénale, donc il y a de plus en plus de bonnes raisons de prescrire une glyphosine chez ces patients à risque cardiovasculaire. Et là, c'est même encore un stade avancé, parce que chez les patients insuffisants rénaux chroniques ou diabétiques de type 2, c'est de la prévention de l'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire que c'est des patients qui n'ont pas encore d'insuffisance cardiaque, mais c'est pour prévenir la survenue d'insuffisance cardiaque. Donc c'est des recommandations qui sont quand même assez fortes. Oh, alors là, on a plein de questions. Hein. Le sujet intéresse. 6 semaines pour tout mettre en place, quelle organisation, avec des points d'interrogation. C'est vrai que ça souligne des problèmes d'organisation. Oui, on en a parlé, mais encore une fois, je pense que le 6 semaines, c'est pour mettre un curseur, c'est comme une espèce de piqûre de rappel, il faut se dépêcher, il faut essayer de faire un peu vite. Hein. Oui, je crois que ça c'est un message important. Autre question, est-ce qu'on peut associer sémaglutide et inhibiteur de SGLT2 chez un patient obèse en insuffisance cardiaque? D'abord, la première question, c'est aujourd'hui en France, peut-on donner les doses de sémaglutide qui ont été utilisées dans
dans l'essai dont on a parlé tout à l'heure? C'est moi qui dois répondre. Par exemple. La réponse est oui, on peut donner, même si jusqu'à il y a quelques mois, théoriquement, on ne pouvait pas. Mais en fait, on le fait assez régulièrement et l'assurance maladie ne vient pas nous taper sur les doigts derrière. Ouais, il faut rappeler que dans l'obésité, dans les études qui ont été faites dans l'obésité, c'est 2,4 grammes, et que chez le diabétique, on démarre à 0,25, on titre à 0,5 et à 1 si nécessaire. Donc voilà, il y a un gap entre les deux doses. Oui. Pour l'instant, le 2,4 mg, c'était dans l'étude de STEP-HF, mais on n'en parle pas dans la pratique de nos patients actuels. Oui, c'est ça. Voilà. Une question qui dit qu'on fait une super émission, merci à celui qui l'a posée. Et puis, est-ce qu'il y a des stratégies de ce traitement optimal guidées par les peptides natriurétiques? Alors ça, c'était une littérature très abondante on va dire des 10 dernières années. Il y a eu plein d'essais qui ont essayé de démontrer que les peptides natriurétiques facilitaient la titration. Un peu comme pour le fer, ça aide, mais ça n'emporte pas complètement la conviction sur des critères durs. Donc en pratique, par exemple dans ma pratique, je l'utilise. Il n'y a pas de raison après tout de se priver d'un dosage qui apporte une information en plus de la créatinine et du potassium. Donc j'utilise fréquemment et ça donne quand même une idée de l'orientation sur laquelle est le patient, est-ce qu'il s'améliore, est-ce qu'il s'aggrave, etc. Donc la réponse est oui, même si ce n'est pas réellement dans les recommandations. D'accord. Si on regarde maintenant l'insuffisance cardiaque aiguë, il y a eu plusieurs études qui ont là aussi parlé des glyphosides, Dictate et Push Acute Heart Failure. Donc tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, parce qu'en fait, effectivement, il y a deux études intéressantes et aux conséquences pratiques assez vraiment intéressantes et assez évidentes. La première, c'est l'étude Dictate avec la dapagliflozine. Alors les deux sont intéressés à des insuffisants cardiaques décompensés tout venant, quelle que soit la FEVG, qui avait besoin de diurétique intraveineux, pour faire simple. La première étude, donc Dictate, 200 patients, et l'idée était de regarder si la dapagliflozine potentialisait l'effet diurétique du furosémide sur les 2 premiers jours. La réponse est un peu, pas de façon majeure. C'est bien toléré, on peut l'utiliser d'emblée, et finalement c'est ce que font maintenant beaucoup de médecins. Mais ça n'a pas un effet absolument miracle sur la potentialisation de l'effet diurétique. La deuxième étude qui est très intéressante, c'est l'étude Push, Acute Heart Failure, qui est une étude néerlandaise, qui a testé l'hypothèse qu'on pourrait utiliser la natriurèse, le suivi de la natriurèse sur des échantillons répétés, pour guider la dose de diurétique intraveineux. Et donc c'est pareil, c'est 300 patients. Le critère principal a été obtenu. Donc effectivement, ça permet d'aller un peu plus vite, d'être un peu plus efficace sur la décongestion. Donc quelque part, ça c'est un message intéressant parce que actuellement c'est pas fait en pratique. Ne pas hésiter à céder de la natriurèse sur échantillons répétés de façon un peu itérative sur les 2-3 premiers jours pour évaluer la qualité de votre dose de diurétique. Et le chiffre, c'est 70 millimoles par litre. Quand c'est inférieur, c'est probablement que votre dose de diurétique n'est pas suffisante. Oui, ça c'est intéressant. On a une question rapide, on y reviendra certainement. Est-ce qu'il y a une limite de DFG pour initier la finérénone? Alors, donc ça a été évalué chez les patients qui avaient une maladie rénale chronique, mais c'était des stades 3. Donc la limite, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est autour de 30 en tout cas. Pour l'instant, on ne l'utilise pas en dessous. Merci Damien.